Merci. Chers collègues, je prends la parole sur le 258, une initiative qui a été présentée grâce à la passion d'un défenseur pour l'autonomie des patients, la sénatrice Wallen. Je sais que ce projet de loi, comme son amendement ou projet de loi proposé par le gouvernement, est fondé sur son expérience personnelle et présenté avec de bonnes intentions. Dans les discours de la sénatrice Wallen, ou plutôt dans les discours que j'ai moi-même proposés sur l'AMM, j'ai mis en exergue mes préoccupations par rapport à la magnitude de ce qui a été proposé par le gouvernement par rapport à ce qui était une réponse au départ d'une décision rendue par la Cour suprême du Canada. Nous savions à l'époque quel était le virage qui avait été réalisé au niveau de la légalisation de l'AMM. Nous savions aussi à l'époque que nous avions besoin de clarté, d'exactitude dans le texte de loi pour qu'on s'assure qu'aucune vie ne se termine trop tôt sans le consentement express de la personne concernée. Pour bon nombre d'entre nous, les mesures de sauvegarde étaient insuffisantes telles qu'elles avaient été proposées au départ. Et comme je l'ai déjà dit, je n'aurais jamais pu m'imaginer que quelques années plus tard, on procéderait à la légalisation de l'AMM pour les patients ayant des troubles mentaux. Je n'aurais pu m'imaginer qu'on aurait présenté des amendements pour permettre aux enfants de se prévaloir de l'AMM. Ces propositions sont tout simplement indéfendables. Mais je ne mettrai pas le projet de loi 248 dans cette catégorie. Je comprends les hypothèses qui sous-tendent les demandes préalables, surtout pour les patients qui ont reçu un diagnostic de démence et d'Alzheimer's, qui ont peur de vivre dans un état qui ne leur est pas acceptable, alors que leur maladie progresse. Cela dit, en pratique, le texte de loi éliminerait une des mesures de sauvegarde les plus importantes dans le régime de l'AMM au Canada, c'est-à-dire la nécessité d'avoir un consentement final clair avant de mettre un terme à la vie d'un patient. Les demandes préalables éliminent la possibilité pour un docteur de vérifier le désir du patient, ce qui veut dire qu'il existe une possibilité qui est réelle qu'on mette terme à la vie d'un patient sans son consentement. Dans l'arrêt Carter, la Cour suprême du Canada a répété à plusieurs reprises qu'un patient qui demande l'AMM doit donner son consentement clair. Si le consentement doit être clair, s'il doit être inéquivoque, il faut aussi qu'il soit contemporain. D'après les experts, il y a des données qui mettent en exergue le risque de l'octroi de l'AMM contre le gré du patient. Le rapport du Conseil des universitaires canadiens sur les demandes anticipées préparées pour le gouvernement du Canada nous dit: le risque primaire relativement aux demandes anticipées de l'AMM, c'est le risque qu'un patient reçoive une mort contre son gré. Ce risque est soutenu par les données de Santé Canada. Santé Canada a des rapports qui portent sur l'AMM au Canada et les rapports le démontrent. En moyenne, 20% des personnes qui feraient une demande préalable de l'AMM l'ont fait juste avant que l'AMM soit octroyée. C'est une donnée qui devrait nous faire songer plus profondément à la question. Je n'ai pas siégé au comité spécial sur l'AMM, mais j'ai lu les témoignages et j'ai lu le rapport final avec beaucoup d'intérêt. Certains témoins étaient d'accord avec ce qu'a proposé la sénatrice Wallen, mais d'autres ont soulevé des préoccupations juridiques et personnelles. Et là, je parle des demandes anticipées.
Il y avait 3 préoccupations principales qui ont été soulevées par les témoins qui ont comparu devant le comité. D'abord, l'impossibilité pour un patient de prédire avec exactitude quelle serait la qualité de leur vie dans l'avenir, surtout si ces patients ont des problèmes de santé chronique. Deuxièmement, l'impossibilité pour un patient de retirer le consentement préalable. Et troisièmement, que le consentement préalable présente la possibilité d'abus et d'influence indue auprès de patients vulnérables. Pour ce qui est de la première inquiétude, plusieurs témoins ont présenté des exemples des limites relativement à l'évaluation de la qualité de vie future. Dr. Alan Gallagher, qui est professeur à l'Université de Colombie-Britannique, a témoigné au nom de la Société canadienne des soins palliatifs. Il a dit « Les données scientifiques nous rappellent que les patients ont du mal à anticiper quelle sera leur vie s'ils sont atteints d'une maladie importante. Il faut savoir que les patients s'adaptent à leur maladie et peuvent ajuster leurs besoins. Beaucoup de maladies ont des cours qu'on ne peut pas prévoir. Le docteur Jean-Sébastien Boulder a dit que les patients qui font des demandes anticipées peuvent en fait avoir des expériences et des désirs qui diffèrent des désirs qu'ils avaient par le passé. Les patients n'ont jamais connu l'expérience d'une vie avec des capacités cognitives amoindries. Il a donné l'exemple d'un patient de 75 ans qui a perdu la capacité de prendre ses propres décisions en matière de santé. Lorsque les décisions sont prises au nom des patients, les décisions devraient uniquement être prises pour bénéficier aux patients. Le docteur a noté que cet homme de 75 ans, John, avant qu'il n'ait de démence, donc à 50 ans, serait connu et reconnu son avenir mieux que quiconque et qu'il aurait su ce qu'il aurait voulu à l'âge de 75 ans. Par contre, ce n'est pas aussi évident que ça. D'abord, John, quand il prend des décisions, peut-être qu'il les prend pour que les membres de sa famille ne soient pas responsables de lui. Peut-être qu'il prend des décisions en se disant qu'il aura honte parce qu'il sera alité et incapable de faire des choses qu'il pouvait faire auparavant. Ces hypothèses se fondent sur des croyances qui portent sur la qualité de vie des personnes handicapées ou des personnes malades. Est-ce que leur vie valent la peine d'être vécue? Le docteur Body a noté qu'il y a de nombreux patients qui ont des vies heureuses et qui ont des maladies et qui sont hautement dépendantes des autres, comme John ou ses amis ou sa famille. Ces généralisations ont cours, mais John, à 75 ans, deviendrait victime de ces stéréotypes. Dr Baudry a dit qu'en matière de soins de santé, on devrait prendre soin des patients, quels qu'ils soient, même quand ces patients souffrent de démence avancée. Ça ne veut pas dire que les expériences passées de John ne sont pas pertinentes. Quand on évalue son cas, on peut effectivement prendre en compte ses désirs et ses préférences passées. Mais au bout du compte, on ne peut pas donner le dernier mot à la version antérieure d'un patient, étant donné que les choses ont changé pour lui au niveau cognitif. Le docteur Alice Maria Chung a également pris la parole. Elle est gériatre et ça fait plus de 30 ans qu'elle travaille auprès de patients âgés. Elle, en fait, enseigne aux étudiants en médecine et aux résidents
des méthodes qui leur permettent d'identifier si les patients sont en mesure de prendre des décisions de nature médicale. La Dr Chon a posé la question suivante. Quels sont les droits d'une personne de 60 ans ou de 70 ans pour juger de la qualité de vie d'une personne de 80 ou de 90 ans? Les patients qui souffrent de maladies chroniques peuvent souvent s'adapter à leurs nouvelles circonstances pour atteindre un nouvel équilibre et être satisfaits de leur qualité de vie. Il y a de plus en plus de données scientifiques qui le démontrent d'ailleurs. Elle a noté qu'elle l'avait constaté dans le cadre de sa propre pratique. Par rapport à cette préoccupation, la sénatrice Wallin a dit « On le fait tout le temps ». Au sein de la législation. On écrit des ordres de non-ressuscitation, par exemple. On le sait et c'est vrai, mais en même temps, il faut avoir la certitude du consentement du patient avant de procéder. Je dirais que si nous risquons de nous tromper, on ne peut pas aller de l'avant. Passons au deuxième point. Un patient ne pourrait pas retirer son consentement préalable. Et ça, c'est un aspect essentiel au consentement informé. Le consentement informé, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières années. Et au niveau de la société, nous comprenons que le consentement doit être explicite, non ambigu et actuel. Je ne peux pas m'imaginer des circonstances plus graves où il faut absolument obtenir le consentement du patient. Est-ce qu'on suggère vraiment que le manque de refus de consentement, c'est la même chose que le consentement? Nous savons que ça ne peut pas être vrai. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut respecter l'autonomie du patient. Si un patient est capable de prendre des décisions, si un patient est capable de communiquer ses propres décisions, il est raisonnable de penser que ses désirs devraient être honorés. Par contre, nous avons décidé à titre de société qu'il y a des limites qui régissent la liberté d'autonomie. Le docteur Félix Pajou, qui est gériatre et chercheur, a dit au comité, le gouvernement se doit de protéger les personnes vulnérables et doit protéger les patients aussi. C'est pour ça qu'il y a un âge légal pour la consommation d'alcool. C'est pour ça que nous devons boucler notre ceinture dans les voitures, que nous devons porter un casque quand nous faisons de la moto. La liberté de l'autonomie n'est donc pas absolue. Notre loi actuelle place des limites sur la possibilité d'un patient relativement aux décisions qui peuvent être prises sans la possibilité de changer d'avis. Et là, on parle de la décision médicale la plus grave qui soit. On sait pertinemment que pour ce qui est de l'AMM, les demandes et les gens changent d'avis des fois juste avant l'AMM. Cette option de retrait du consentement à la dernière minute doit rester en place. Enfin, il y a le risque que les demandes anticipées pour les personnes qui souffrent de démence et d'Alzheimer pourraient se traduire par des abus. Les patients font déjà face à des influences indues pour ne pas être un fardeau. La Dr Chong a dit « J'ai eu beaucoup de patients qui ont été forcés de vendre leur maison pour emménager dans des résidences parce que la famille ne voulait pas assumer ce fardeau. Je ne peux pas protéger à l'heure actuelle mes patients âgés de ces abus étant donné les mesures de sauvegarde qui existent à l'heure actuelle. Je ne pense pas que les mesures de sauvegarde pourraient protéger ces patients de ces pressions indues relativement à l'AMM. Expert in health and law policy. In a submission to the Joint Committee on this topic, provided international context to the discussion, highlighting the requirements of other countries who have implemented advance requests for assisted suicide. He noted
Belgium only allows MAID. Il a noté la Belgique permet l'AMM seulement lorsqu'il y a des demandes anticipées, lorsque les patients ont perdu conscience, parce qu'on ne veut pas donner l'AMM, évidemment, aux patients qui profitent toujours de la vie. Aux Pays-Bas, on a eu des problèmes par rapport à l'AMM fondés sur les consentements préalables, parce que c'était une pratique qui ne pouvait pas être défendue et parce qu'il y avait des patients qui étaient tout simplement incapables de confirmer leur consentement. Aux Pays-Bas, maintenant, l'AMM est permise pour ces personnes. Mais dans les régimes, il n'y a pas de mesure de consentement actuelle. Et nous savons que la Cour suprême a mis en exergue la nécessité d'avoir un consentement clair, éclairé et actuel. Il a noté que notre régime de l'AMM va au-delà du régime belge, alors que notre système de soins de santé bat de l'aile et n'est pas aussi bon que celui des autres pays de l'OCDE. Il a dit aussi que l'expérience des Pays-Bas s'est traduite. Chers collègues, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont reçu un diagnostic neurocognitif et dont l'avenir est incertain. Ces gens craignent une piètre qualité de vie. Toutefois, comme les experts l'ont indiqué, on ne peut pas prévoir avec certitude comment les gens se sentiront au fur et à mesure que la maladie se développe. Nous ne pouvons pas donner préséance aux anciens souhaits de gens qui ne sont pas en mesure d'envisager l'avenir. Les enjeux sont trop importants. Étant donné que les données de Santé Canada montrent que 20 des gens qui ont fait leur demande font la demande tout de suite avant la procédure, si le projet de loi est adopté, il y aura bien sûr des gens qui tombent entre les mailles du filet. Des vies à laquelle nous mettrons fin par erreur. Le coût de se tromper l'emporte sur l'inaction et pour cette raison, je ne peux pas appuyer le projet de loi. Merci, chers collègues. Martin?